Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'invité de la mi-journée qui reprend ses droits après une pause Ramadan. Nous sommes donc très contents de vous retrouver sur les antennes de Walf TV et l'ensemble des supports du groupe Walfadjri. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Damel Maïssa Fall, président de Sunu Natangué Réew, la vraie rupture. Damel Maïssa, bonjour. Monsieur Faye, bonjour. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Walfadjri et à l'ensemble des Sénégalais que j'ai également le plaisir de retrouver donc sur ce plateau. C'est toujours pour moi également un immense plaisir de m'adresser à mes compatriotes à qui je souhaite le meilleur et surtout je souhaite la paix, la stabilité et l'ouverture enfin d'un débat intellectuel profond et fécond pour l'intérêt de ces chers compatriotes. Il tarde à se concrétiser, ce fameux débat intellectuel. Vous l'appelez de tous vos voeux? Nous n'en voyons même pas les germes, parce que depuis que le temps que nous interpellons nos collègues, si je puis dire, politiciens, aussi nous interpellons les journalistes et les intellectuels ou ceux qui se targuent d'être des intellectuels dans ce pays, eh bien, nous ne voyons personne réagir. C'est le silence total. Et nous prendre l'initiative de ce débat? Eh bien, c'est pas prendre l'initiative, c'est l'urgence qui nous l'impose. Parce que c'est pas la première fois que vous me recevez. Nous nous sommes déjà rencontrés en 2012 déjà. Et ce que nous dénoncions à cette époque, c'est ce que nous dénonçons encore aujourd'hui. Et nous pensons, en tout cas la majorité des gens estiment que c'est une question d'homme, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un problème de société. Et dès lors qu'on n'ose pas s'attaquer, s'interroger sur le fonctionnement de notre société ou, au contraire, son dysfonctionnement structurel, et il ne faudrait pas espérer que ce pays change. Donc il faudrait que ces universitaires et autres pour lesquels l'État du Sénégal a dépensé des milliards ou des milliers et des milliers de milliards, il faudrait qu'ils aient le courage de venir dans l'espace public et partager leur savoir, parce qu'il n'est pas acceptable pour un pays qui souhaite une véritable rupture, un pays qui souhaite la prospérité, que des gens, si je puis dire, d'une compétence avérée, désertent l'espace public et laissent le débat. La nature ayant horreur du vide. Absolument. Oui, ça laisse prospérer d'autres forces. Et ces forces-là, ma foi, ne sont pas en capacité de faire émerger le Sénégal. Pourtant, ceux qui rechignent, ces intellectuels-là qui rechignent de participer au débat public, mais ne manquent pas d'arguments. Ils vous disent parfois, mais oui, je veux bien parler, mais on va m'insulter sur les réseaux sociaux. Est-ce un argument valable selon vous? Alors, il y a plusieurs niveaux. Une fois, j'étais en visite de proximité dans un quartier de Thiès. C'était durant le mois de Ramadan. Donc, je savais bien que les jeunes étaient en train de boire du thé jusqu'à 3 heures du matin. Donc, avec mes équipes, on se promenait, on les rencontrait. Un jour, un jeune, il m'a dit « Mais monsieur Fall, savez-vous que vous vous mettez en danger en faisant cela ?» Je lui ai tout bonnement répondu « Quiconque n'est pas capable de mettre sa vie en danger, quiconque n'est pas prêt à donner sa vie pour ce pays n'a pas à aspirer à le diriger. » Et donc ces intellectuels-là, au regard des investissements consentis par l'État du Sénégal, ces intellectuels-là, au regard des urgences qu'il y a dans ce pays, eh bien, ils devraient prendre le risque, s'il y a lieu, pour aider ce pays à sortir de ce naufrage intellectuel dans lequel nous sommes. Mais ces intellectuels-là, ils enseignent, ils écrivent des livres. C'est pas suffisant? Et je rappelle que si on retourne à l'étymologie, le mot intellectuel est venu dans l'espace public parce que nous sommes des héritiers de l'intellectuel français, comme le reste du monde aussi, et héritiers d'Émile Zola. Donc, si je puis dire, comme premier intellectuel pour avoir défendu Dreyfus, eh bien, il faut prendre des risques. Et quand ces intellectuels français définissent le terme intellectuel,
si je puis dire, en résumé, c'est quelqu'un qui prend des positions publiques sur des sujets donnés. Et ici, lorsque l'intellectuel ou celui qui s'en targue prend la parole, c'est pour parler de quoi? C'est pour parler du troisième mandat. C'est pour parler de calendrier électoral. C'est pour parler du jeu politique. Mais ma foi, et la famille sénégalaise? Là, ce n'est pas l'intellectuel au sens, si je puis dire, celui qui écrit des livres avec des idées aériennes. Là, je parle au démographe. Là, je parle à l'anthropologue. Le président de la République, dans son face-à-face avec la presse, pour ne pas dire son monologue devant la presse, n'a-t-il pas dit qu'on avait un défi démographique? Et ça, qu'il a entendu, c'était entre les lignes, très rapidement, un défi démographique. Mais ma foi, le défi démographique, il est là. Et il faut que les gens en parlent. Nous avons un problème de démographie dans ce pays. Et il était nécessaire de s'attarder sur cette question-là, qui, au-delà même de la boutade qu'elle constituait, pose un véritable problème de développement. C'est une question fondamentale. Les infrastructures dont nous parlons ne sont pas faites pour les animaux de la faune. C'est pour des êtres humains. Et donc, lorsqu'on nous dit que le continent africain est sous-peuplé, mais le continent africain ou les pays africains sont sous-peuplés, au regard de quoi? Si c'est au regard de l'espace, si c'est au regard des ressources naturelles que nous ne sommes pas capables d'extraire nous-mêmes, que nous ne sommes pas capables de transformer nous-mêmes, un espace que nous ne sommes pas capables d'aménager nous-mêmes, eh bien, l'Afrique n'est pas sous-peuplée. L'Afrique est surpeuplée. Le Sénégal est surpeuplé au regard des moyens dont nous disposons. Je le dis, c'est peut-être la première fois qu'un politicien le dit publiquement, le Sénégal est surpeuplé au regard des moyens dont nous disposons. On fait trop d'enfants au Sénégal, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous m'aviez posé la question lors de notre dernière rencontre. Je ne vais pas vous répondre à votre question, donc de manière directe. Je vous avais dit que nous voulions connaître la politique. Moi, je m'attends à une réponse directe. On voudrait savoir la politique de natalité de PASTEF. Parce qu'un gouvernement qui vient dire aux Sénégalais qu'il va falloir consentir des sacrifices, eh bien les sacrifices qu'il est consent, n'est-ce pas le peuple sénégalais? Mais ce peuple sénégalais-là va consentir des sacrifices parce que les moyens sont rares. Et ces moyens-là, si on les compare justement à la population, on s'aperçoit que cette population-là est trop importante par rapport à la population présente sur le territoire national. Donc, les familles sénégalaises, au regard des moyens dont elles disposent, font effectivement plus d'enfants qu'il n'en faudrait. Il est temps que l'on se dise la vérité dans ces pays. On ne peut pas avoir un salaire de 100 000 francs et se permettre dans ces pays d'avoir 5 ou 10 enfants. Parce qu'en même temps, cette famille-là, où est-ce qu'elle paye des impôts? En dehors de la TVA. Donc les autres qui paient les impôts, les autres qui font fonctionner le pays, ceux-là ne se permettent pas d'avoir ces familles. Donc il y en a au Sénégal qui font le travail nécessaire pour que ce pays sorte des limbes, pour que ce pays progresse, pour que ce pays soit prospère. Mais s'il y en a un, et derrière, il y en a 10 qui ne font pas la même chose, eh bien, les efforts sont réduits à néant. Donc, le président de la République, lorsqu'il a parlé de sacrifice, la dernière fois, eh bien, il aurait fallu qu'il aille jusqu'au fond de sa pensée. Il aurait fallu qu'il dise aux Sénégalais la vérité. Le défi démographique, c'est tout simplement la surpopulation. Mais il n'a pas eu le courage de le dire. On ne peut pas ne payer nulle part d'impôts et peser autant sur les services publics de ce pays. On ne peut pas ne pas avoir les revenus nécessaires et avoir autant d'enfants. Parce que la conséquence... Mais une étude sérieuse parce que M. Faye... La démographie et la pauvreté dans notre pays. Parce que M. Faye, la conséquence, c'est quoi? Lorsqu'on a une famille que nous ne pouvons pas entretenir, de tendre la main. Et cette tradition de tendre la main, c'est cette tradition-là que nous transmettons à nos enfants. Et cette philosophie de tendre la main, c'est cette philosophie-là aussi
qui structure mentalement nos dirigeants, raison pour laquelle il leur est d'autant plus facile de tendre la main à l'Occident au lieu de faire le travail nécessaire pour enrichir notre pays. Mais je disais qu'aucune étude sérieuse n'a fait le lien entre ce fameux défi démographique et la pauvreté dans notre pays. Alors, dans notre pays, quel démographe oserait le dire? Quel démographe oserait effectuer cette étude? Cette question est devenue si taboue, selon vous? Mais cette question est taboue depuis le départ. Parce que cette question, on l'associe à la religion. Oui. Et quiconque ose l'évoquer est pointé du doigt comme quelqu'un qui s'attaque à la religion. Or, parlons-en à la religion. Quelle est la religion qui autorise ses disciples à avoir des enfants qu'ils ne nourrissent pas convenablement, qu'ils n'habillent pas convenablement, qu'ils ne mettent pas dans une maison décente, à qui ils ne prodiguent pas des soins de santé? Quelle religion autorise un parent à avoir une famille et l'abandonner? Aucune. Au Sénégal, La on dit que religion, c'est Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui entretient. la religion nous exige de prendre soin et au mieux voir faire le meilleur pour nos enfants. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais aussi au Sénégal, culturellement, on dit que gémmiñ gu yàlla sax dina si def pepp. Autrement dit, c'est Dieu qui nourrit et qui entretient. Alors, entendons à travers ceci que c'est Dieu qui a notre destin en main. Donc nous ne sommes maîtres de rien. Quiconque me dit justement que c'est Dieu qui entretient, c'est Dieu qui est le maître de tout, il n'a qu'à sortir tout simplement là, maintenant, et se mettre au milieu de la chaussée. Et nous verrons bien ce qui va se passer. Donc, oui. ramenons les choses à la dimension humaine, c'est-à-dire la responsabilité. Donc, autrement dit, faisons moins d'enfants. Faisons la politique de nos moyens. Ce n'est pas faisons moins d'enfants. Faisons la politique de nos moyens. Oui, ayons la taille. L'autre. Ce n'est pas très exactement ça. Parce qu'on peut être milliardaire. Mais si nous sommes milliardaires, nous avons une vingtaine d'enfants. Mais ces enfants-là, quand est-ce qu'on va avoir l'espace-temps pour leur donner la tendresse, l'amour, la douceur, l'éducation dont ces enfants ont besoin? Raison pour laquelle notre éducation finalement se résume à la violence tout simplement. Parce que les enfants viennent, se plaignent, parce qu'une famille, des enfants, ça se bat partout, ça se chamaille partout, et finalement, quand on en a et qu'on n'a pas le temps, justement, de les accueillir sur nous, de les rassurer, tout simplement, eh bien, on donne des claques. Des claques. Et il y en a beaucoup qui justifient ces claques. Et ils sont sur les plateaux de télévision pour justifier cette violence. Pour justifier cette violence. Il ne faudrait pas s'étonner, M. Faye, que nos forces de défense et de sécurité fassent usage aussi facilement de la violence. Ce n'est pas simplement l'impunité, c'est la reproduction de ce qu'ils ont connu dans les familles, tout simplement. Donc il va falloir que l'on vienne sur le terrain du débat intellectuel. Quand je parle de débat intellectuel, il s'agit de ça. Quand un politicien nous dit il faut élever le débat, c'est quoi élever le débat? Justement, c'est quoi élever le débat? Ce qui se passe sur les plateaux. Le Sénégal compte une vingtaine de chaînes de télévision, des centaines de radios, des dizaines de journaux, sans compter les sites internet. Ce qui s'y passe, comment les qualifiez-vous? C'est pas du débat, ça? C'est de la confrontation. De la confrontation et même pas de la confrontation d'idées. C'est des camps, tout simplement, qui s'opposent. Parce que le Sénégal n'est pas capable jusqu'à présent de faire nation. Nous vivons dans la division. Nous sommes des communautés, les unes à côté des autres. Ce qui m'amène à parler de l'ethnicisme qui est en train de prospérer dans ces pays et qui est entretenu par les hommes publics. N'a-t-on pas vu le Premier ministre, président, distinguer un soldat parce qu'il était casassé? Distinguer, je ne veux pas dire, il ne lui a pas remis une médaille. C'était tout simplement remarqué publiquement que c'était un casassé. N'a-t-on pas vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lors de la vote de la loi interprétative par rapport à l'amnistie? Chaque député, après s'être exprimé peut-être en français, un peu en wolof,
à parler dans sa langue maternelle. Des choses à encourager, non? Monsieur Faye. Oui. Monsieur Faye. Pour quelqu'un qui tient aux valeurs culturelles comme vous. Monsieur Faye. Voyez-vous, si en Afrique de l'Ouest, les États africains décidaient qu'il y a une langue qui puisse tous nous réunir pour nous permettre justement de consolider nos liens, Damel Meïssa Fall est prêt justement à apprendre et communiquer dans cette langue-là, étant entendu que mon Wolof maternel, je le garde pour moi et pour l'espace où je peux communiquer en Wolof. Mais nous avons la chance dans ce pays d'avoir le Wolof qui nous permet de communiquer. J'ai fait les 43 départements. Pas Wolof forcément. J'ai fait les 43 départements du Sénégal dans le cadre de tournées politiques. Partout où j'ai été, j'ai communiqué en Wolof. Mais vous l'avez dit, il y a une vingtaine de chaînes de télé. Il y a combien maintenant de chaînes Internet? Il y a combien de radios communautaires dans le Sénégal? Quelle langue entre le français et le Wolof ne pourrait pas être traduite au niveau de ces langues communautaires-là? Donc tout le monde sait de quoi je parle. Mais ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'il y a quelque chose qui a été initié, si je puis dire, avec le précédent gouvernement et qui est en train d'être renforcé avec le gouvernement actuel. N'a-t-on pas entendu un ancien dirigeant de l'audiovisuel public dire que maintenant, bientôt, nous serons dans le repli vers les radios communautaires au lieu de venir dénoncer justement ce qui est en train de se passer. Nous avons la chance d'avoir le Wolof en partage. Donc, ce n'est pas parce que le Wolof serait plus important qu'une autre langue, mais nous avons le Wolof en partage. Et pour vous dire, quand je parle de vraies ruptures avec Soundiata Nguéréo, de vraies ruptures concernant les langues nationales, naturellement, nous voulons que la langue nationale, une langue nationale, celle que nous avons en partage, à savoir le Wolof, soit vulgarisée dans les établissements scolaires. Mais, par souci d'équilibre, à côté, de la même manière que nous apprenions le français et l'espagnol, si demain le Wolof devenait la langue dans nos écoles, que tout élève soit obligé, soit tenu d'apprendre une autre langue nationale par souci d'équilibre. Et justement, ceux qui maîtriseraient une langue autre que leur langue maternelle, cela, pour des concours d'accès à l'administration sénégalaise, ils auraient des points en plus, des points en bonus. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher la petite bête à ces députés qui s'exprimaient dans leur langue maternelle? Les enjeux pour les langues nationales, il est ailleurs. Monsieur Faye, c'est leur introduction dans le programme d'enseignement. Monsieur Faye, il est temps que nous fassions nation. Ce qui se passe actuellement... Ce n'est pas une menace à la cohésion nationale, quand même. Le fait de parler ça à la langue nationale à l'hémicycle. Peut-être voulez-vous tout simplement que notre débat soit, si je puis dire, plus vivant. Mais nous savons tous que la cohésion nationale est en danger. Cette cohésion, elle est très fragile. Et vous fondez sur Elle quoi? est très fragile. Vous fondez sur quoi, Damel Meïssa Fall? Mais, monsieur Faye, peut-être ne regardez-vous pas les réseaux sociaux. Peut-être ne regardez-vous pas les réseaux sociaux pour voir les membres de communautés passer leur temps à insulter d'autres communautés, pour voir les gens s'invectiver du matin au soir sur une base ethnique. Sur une base ethnique. Il est temps que les élites de ces pays, les politiques de ces pays prennent leurs responsabilités. Que nous fassions nation. Ce sont les au lieu d'être de la dans la modernité. division. Certes, mais si cette modernité-là avait trouvé ici une population instruite, éduquée, intellectuellement structurée, eh bien, cette modernité ne nous ferait pas autant mal. Cette modernité risque de faire effondrer, si je puis dire,
de déstabiliser nos sociétés parce que les populations n'ont pas été instruites et éduquées convenablement. Nos populations ont été pendant des décennies manipulées à des fins politiques et à des fins également pécuniaires. Tout simplement. Manipulées. Autrement, de la même manière qu'en Occident, les gens utilisent cette modernité, ces réseaux sociaux, ces nouvelles technologies, de manière à développer davantage leur pays, l'Afrique en profiterait. Il y a une élite, il y a des niches, il y a des gens qui profitent de cette nouvelle technologie-là. Même ceux qui sont en train d'écraser nos sociétés profitent de ça. Mais parlons-en, parlons des médias. Mais les clics qui rapportent font que sur nos plateaux, on ne peut pas avoir les intellectuels, justement. Faire le buzz pour mettre le feu dans le pays. Parce que les clics rapportent de l'argent. Les nombres de vues. Les nombres de vues rapportent de l'argent. Monétisés, pardon. Donc, à partir de ce moment-là, à quoi pouvons-nous nous attendre? Il est temps que les gens se ressaisissent. Que nous fassions nation au lieu de cultiver la division. Mais dans les conversations privées, je l'ai déjà dit sur ce plateau, concernant nos confréries, dans les conversations privées, j'entends des choses que même les politiciens ne sont pas capables de se dire. Et là, dans l'espace public, on nous dit Sénégal, ben bop la. Ce n'est pas vrai. On se berce d'illusions. On se berce d'illusions. Et à force de ne pas nous dire la vérité, un jour ou l'autre, eh bien, nous risquons de tomber dans quelque chose que nous allons tous regretter. Que dit le diagnostic que vous venez de poser? Que la société sénégalaise, elle est malade? La société sénégalaise, elle est plus que malade parce qu'elle est endémiquement corrompue. Moralement, intellectuellement, politiquement, financièrement, religieusement. Notre société est corrompue. Une corruption qui commence dès le bas âge. Quand on inscrit dans la tête d'un enfant que c'est à lui de subvenir aux besoins de ses parents une fois grand, cet enfant avance dans la vie avec un fardeau. Donc cet enfant ne peut pas s'épanouir, ne peut pas vivre sa vie d'enfant, accéder à l'adolescence en paix, arriver à l'âge adulte en paix et être utile à ce pays. Il porte un fardeau dès l'enfance. Et c'est ce fardeau-là qui pousse également nos fonctionnaires à être aussi corrompus. Parce que si le salaire tel qu'il a été structuré par ceux qui l'ont créé dès le départ, le salaire, eh bien, c'est le travailleur et son foyer. Mais le salaire du fonctionnaire sénégalais, combien de personnes dépendent de ce salaire-là? Ce qui nous amène à débattre du salaire au Sénégal. On en parle toujours en termes d'augmentation. Ma foi, c'est comme s'il n'y avait pas d'économistes dans ce pays. C'est comme s'il n'y avait personne de sérieux dans ce pays. C'est comme s'il n'y avait pas de sociologues dans ce pays. Le salaire, c'est pour le foyer. Et le salaire du fonctionnaire sénégalais, combien de personnes s'agrippent à ce salaire? Les anciens camarades de quartier, les camarades d'école, d'université, la tante, l'oncle. Et je suis d'autant plus libre d'en parler que je suis généreux vis-à-vis de mes parents, de ma famille et de tout le monde. Mais c'est avec mon argent. Je ne suis pas fonctionnaire de l'État sénégalais. Et peut-être j'ai la surface financière capable de rendre possible ma générosité. C'est une question de générosité et de solidarité surtout. Alors, solidarité, oui. Générosité avec ce qui nous appartient. Mais quand on prend l'argent public pour être solidaire, eh bien, on n'est pas solidaire. On est un prédateur du bien public. Parce que cet argent-là devrait être dans les caisses de l'État et subvenir, comment dirais-je, participer à la formation, à l'éducation, à la santé. Et donc, les personnes qui viennent nous demander de l'argent n'auraient pas besoin de le faire parce que l'État aurait fait le nécessaire pour que ces personnes subviennent à leurs besoins toutes seules.
mais les politiciens prédateurs, les receleurs, jouisseurs qui sont avec eux font que le pays est exempt, font que les populations sont pauvres, font que les populations courent derrière ces personnes-là. Donc on a inversé le système tel qu'il devrait être. Il faut qu'on revienne à la vérité. Il est temps que l'on se dise la vérité. Les hommes politiques, ceux qui se disent hommes politiques, qui sont dans l'espace depuis des décennies, qui n'ont rien proposé, mais que font-ils dans l'espace public? Quelle est leur utilité? Quelle est leur utilité? Troisième mandat, calendrier électoral. Les institutions au Sénégal fonctionnent, nous le savons. Autrement, Abdoulaye Wade ne serait pas venu au pouvoir. Macky Sall ne serait pas venu au pouvoir. Mais la stabilité de notre pays dépend aussi en partie à ces questions-là. Je suis parfaitement d'accord, Oui. d'autant plus que les politiques sont d'une malhonnêteté extrême. Donc, ils manipulent toujours à leur guise en fonction de leurs intérêts. Je suis parfaitement d'accord. Mais il faudrait justement dépasser cela. Quand on dit rupture, eh bien, c'est par rapport à la structuration mentale. Et cette structuration mentale-là, on ne peut pas la changer dans ce pays tant qu'il n'y aura pas ce débat. Mais tous les biens matériels qu'il y a dans ce studio, mais d'où viennent-ils? D'Occident et d'Asie. Pourquoi ils ne sont pas produits ici? Parce que tout simplement, c'est notre structuration mentale qui n'est pas favorable à cela. Quelqu'un aujourd'hui au Sénégal qui fait des recherches sur les insectes, jusqu'au doctorat, les insectes, qu'importe le type d'insecte. Mais les gens vont le regarder comme quelqu'un de saugrenu, comme quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Ils ne sont contents que lorsque leurs fils sont nommés à l'ONU, l'UMOA, les organismes internationaux, FMI, Banque mondiale, donc ces organismes qu'ils critiquent dans le même temps, une forme de schizophrénie. Il faut que l'on change de structuration mentale. Nous avons été dans les mêmes universités que les Occidentaux. Je ne cesserai de le répéter. Sans nos parents, sans bourse de l'État du Sénégal. Et là où je soutenais 2 diplômes, au mois de juin, les Français qui étaient dans la faculté, ils ont tous, j'ai dit, ils ont tous soutenu en septembre. Et je ne suis pas le seul Sénégalais. Nous sommes très nombreux à travers le monde à enrichir des pays et à enrichir même la réflexion d'autres pays. Mais au Sénégal, on nous interdit de dire ce que nous savons. Il est temps que ça cesse. L'État a investi des milliards pour l'éducation de ses enfants. Il est temps que ces enfants-là prennent le contrôle du débat public, qu'ils partagent leur science. Il est pollué le débat public. Qu'ils partagent leur science, que le débat soit structuré par la science. Il n'y a rien d'autre que la science. Aujourd'hui, Elon Musk, une seule personne qui fait voler, qui a l'ambition de faire voler 34 000 satellites dans l'espace. Et nous, on nous parle de gens qui nous parlent de machin bidule. Non mais, il faut qu'on... De ce que du sexe des anges. Il faut qu'on soit sérieux. Merci Damel Maïssa Fall, président de Sunu Natangué Réew, la vraie rupture. C'est moi qui vous remercie. Alors nous allons marquer juste une pause juste après le journal et nous allons revenir pour la partie Wolof. Merci, monsieur.